Le vent souffle, le calme règne, dans un paysage apocalyptique, erroné, le silence est roi. Et c'est aveuglé par d'épais nuages brumeux que, à Phoenix, en Arizona, cette ville chargée de sombres secrets ésotériques s'apprête à faire face à une épidémie virale biologique éradiquant tous les sentiments possibles, jusqu'à enfouir le monde dans la confusion, le doute et la haine. Les sentiments primitifs de protection troublent l'humanité. Aveuglée, l'humanité ne se fie plus aux apparences. Arizona, Phoenix, 10 ans avant les faits. Adael Christa Roca Monrales mit fin à ses jours en se jetant d'une falaise avec un fourgon de la morgue, dans l'espoir de croire qu'elle était possédée par plusieurs tueurs en série, dont le Dragon Rouge, ancien tueur en série, s'étant lui-même suicidé, dans la démence de croire qu'elle était une meurtrière recherchée, possédée par le Dragon Rouge, un ancien tueur en série. Quand la morgue retrouve un linceul vide, le légiste retrouve ce linceul vide sur sa table et se retrouve donc face à face avec Adael, faisant acte de présence à la morgue, croyant être possédé par le Dragon Rouge, dont plusieurs tueurs en série, se poursuivant à la chaîne à l'intérieur d'elle-même. Plusieurs tueurs en série, dont le Dragon Rouge, pensant être possédés par leur âme, leur esprit, leur conscient et leur subconscient. Son subconscient à elle, ayant été modifié par son antérieur qui pense être possédé par le Dragon Rouge, son antérieur qui pense être possédé par le Dragon Rouge, ainsi que plusieurs tueurs en série qui se poursuivent à la chaîne à l'intérieur d'elle-même. C'est alors qu'elle commence à réagir froidement à l'hôpital. L'hôpital considère son cas comme étant un cas isolé. L'hôpital considère son cas comme étant un cas isolé. Le jour où elle commence à réagir froidement, ce cas isolé de Adael, croyant être possédé par le Dragon Rouge, commence à détruire des ennemis, des personnes, des âmes et des gens qu'elle croise dans la rue. Commençant à réagir froidement, prenant conscience qu'elle est démunie de sentiments, désarmée de tout sentiment et d'émotion, prenant conscience qu'elle est dépourvue de sentiments, démunie de sentiments, désarmée de toute émotion et de tout sentiment, la voyant réagir froidement au fait qu'elle pense être possédée par le Dragon Rouge, l'hôpital commence donc à réagir et à lancer des recherches du corps qui pouvaient être son vrai corps, les recherches du corps qui pouvaient être le vrai corps qu'il y avait dans le fourgon, lançant des recherches aussi après elle-même, pour ne pas qu'elle n'atteigne d'autres personnes. Adael, ce soir-là, s'est jeté une nouvelle fois du pont, pensant mettre fin à ses jours, mettre fin à son subconscient qui avait été siphonné par l'antérieur de la présence des tueurs en série qui se poursuivaient à la chaîne, dans son subconscient qui avait été siphonné, pensant qu'elle mettrait fin à ses jours, à ce qu'elle pensait, à ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait. On la retrouvèrent ce soir-là dans une ruelle, dans un simple linceul en plastique, à travers lequel, sur ce linceul, on put voir qu'il était vide lorsqu'on l'ouvrit. Lorsqu'on l'ouvrit, ce linceul avait été traîné dans des ruelles froides. Dans des ruelles froides et vides de Phoenix, en Arizona, ce linceul fut traîné par une personne qui ramène donc ce simple linceul vide à l'intérieur d'un fourgon, un fourgon de la morgue qui avait été lancé comme étant le fourgon qui allait la rechercher. Ce fourgon qui allait la rechercher avait été lancé à la poursuite de cette femme, Adael, qui avait pensé mettre fin à ses jours, pensant être possédée par le Dragon Rouge. On retrouvèrent alors plus tard un linceul vide dans une ruelle sombre d'Arizona. En Arizona, dans une ruelle sombre, on retrouvèrent un linceul vide. Face à ce linceul vide, une ombre, une femme, debout sur ses deux jambes, serrant le poing gauche, tenant un couteau à la main droite.
Regardant la personne qui tirait le linceul vers le fourgon, elles s'attaquèrent à lui, sans même hésiter, sans même réfléchir, sans même hésiter, sans même pointer le couteau vers le bas, sans même pointer le couteau vers le bas pour se sentir désarmées, sans même réfléchir et sans même hésiter, sans une seule once d'agressivité. Elles l'agressèrent, elles se jetèrent sur lui, pointant le couteau vers le bas, vers cette personne qui avait trébuché sur le linceul, se retrouvant par terre, à genoux sur ses deux bras, reculant avec ses deux jambes. Elle se retrouve alors face à cette personne qui traînèrent le linceul vide. Sans une once d'agressivité, elles s'accroupirent devant lui murmurèrent les plus atrocités qui pouvaient exister, lui murmurant à l'oreille les plus grandes atrocités qui puissent exister. Elles se relevèrent, pointant le couteau vers le bas, sur la poitrine de l'homme qui avait trébuché, lui ayant murmuré les plus grandes atrocités, et les atrocités les plus grandes qui puissent exister, qu'on puisse imaginer. Elles se relevèrent et le laissa partir. Elle commençait à réagir froidement, pensant qu'elle était possédée par le dragon rouge. Seulement, ce n'était que de la démence. À quel point pouvait-elle aller aussi loin? Démunie de sentiments, inconsciente de ce qu'elle faisait, démunie et désarmée de toute conscience et de tout sentiment. Ce soir-là, on ne la revit plus. Mais tout ce dont avaient peur les habitants d'Arizona et les habitants de Phoenix, tout ce dont ils avaient peur, c'est que ce soir même, ce jour-là, elles réapparaissent, autre part, dans un autre endroit. Pas loin de Border Street, il y avait une ville abandonnée. Cette ville, qui paraissait à l'évidence abandonnée, à Border Street, il y avait une maison. Cette ville qui à l'évidence paraissait abandonnée, qui pour les humains, qui plus est, paraissait toxique, Cette ville, Border Street, avait une maison dans les bois, faite de pierres noires, avec une tourelle de 3 étages. Cette maison, à Border Street, avait une tourelle à 3 étages. Elle avait été abandonnée, elle avait été laissée seule, abandonnée par ses propriétaires. Il y a bien longtemps, cette maison avait été abandonnée par ses propriétaires, récupérée par d'autres propriétaires, de seconds propriétaires, qui ne sont jamais partis, mais qui pour autant ont laissé la maison vide derrière eux. Ces propriétaires qui ont abandonné la maison, qui ne sont jamais partis, on n'a jamais su ce qu'ils sont devenus, ils n'ont jamais laissé de lettres d'adieu, de souvenirs, de traces, rien. Ils n'ont rien laissé, pas de souvenirs, pas de traces derrière eux, pas de lettres d'adieu, pas de comment sont-ils partis. Sont-ils morts? Sont-ils toujours vivants? Vivent-ils en cavale? Cette maison, à Border Street, avait bel et bien une emprise sur les gens qui y venaient. Les derniers propriétaires à avoir repris la maison n'avaient pas fait signe de vie depuis qu'ils l'avaient achetée. Depuis qu'ils l'avaient achetée, les gens qui vivaient à Border Street, dans cette villa, cette maison des plus banales, mais qui plus est, paraissait toxique. Car chaque humain qui passe devant un endroit, qui côtoie une personne, lorsqu'elle sent, qu'elle voit, qu'elle entend
et qu'elle percute quelque chose. C'est par rapport à ses sentiments qu'elle va se faire une opinion juste. Cette maison, à Mother Street, chaque personne qui y sont passées ont vécu un enfer, mais qui pour autant sont partis, sans laisser de lettres d'adieu, sans laisser des vêtements abandonnés dans l'armoire sur le côté, près de la fenêtre, dans la tourelle sur laquelle se trouvait la chambre des parents, un grand lit sur le côté, une armoire sur le côté, ouverte, la seconde qui était fermée. Cette armoire ouverte, la seconde qui était fermée, deux portes qui s'ouvraient et qui se fermaient l'une contre l'autre. Cette maison, dedans, il n'y avait personne. Il n'y avait plus personne après qu'on l'ait acheté, après qu'on l'ait repris, après qu'on l'ait acheté, qu'on l'ait reconstruit, qu'on l'ait repeinte, qu'on ait remis de la vie à l'intérieur, qu'on ait vécu une nouvelle fois à l'intérieur. Il n'y avait plus personne. La maison était vide, les couloirs étaient vides, les escaliers étaient vides, les escaliers qui menaient à l'étage au-dessus, à l'étage encore au-dessus, et au dernier étage, le troisième étage, étaient tous vides. À l'évidence, il n'y avait plus personne à l'intérieur. Les couloirs, eux, étaient vides aussi, froids, humides, comme si la maison n'avait jamais été habitée. Mais pour autant, cette maison, quand on passait devant, la tourelle qu'il y avait au-dessus de nous, qui, au point culminant de cette maison, avait l'air d'être imposante, grande, avait l'air d'embellir la surface de la maison. Cette tourelle de 3 étages, qui avait l'air d'embellir le point culminant de cette maison, le plus haut point de cette maison, était pour le moins imposante. On avait l'impression que cette maison était bel et bien vivante, qu'il y avait de la vie à l'intérieur. Mais le contraire était prouvé une fois que n'importe quelle personne, n'importe quel enfant, n'importe quel adolescent, n'importe quel enfant, n'importe quelle mère ou quel père rentrèrent ensemble à l'intérieur dans cette maison pour y démarrer une nouvelle vie, découvraient que cette maison n'avait pas l'air réellement vivante par rapport au ressenti, par rapport à ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voyaient de l'extérieur. Ils pouvaient avoir à l'évidence le sentiment que cette maison était un nouveau départ, était un endroit bel et bien mieux que là où ils vivaient avant, dans une petite maison, bel et bien mieux que là où ils vivaient avant, dans une petite maison, dans un quartier refermé de l'Arizona, dans une petite maison abandonnée, bel et bien mieux que celle-ci, cette maison-ci, repeinte en noir, faite de briques solides, avec un point culminant, cette tourelle de 3 étages, vaste, obscure, cette maison avait un lourd passé. Chaque personne qui y entrait disparaissait, sans laisser de traces, sans laisser de vêtements dans l'armoire, qui restèrent toujours entr'ouvertes. Cette autre armoire, à côté du lit, restèrent toujours fermées. À l'évidence, on ne savait pas ce qu'il y avait devant, ni même dedans, ni même derrière. Y avait-il quelque chose de particulier derrière? Y avait-il quelque chose d'important? Y avait-il quelque chose à remarquer, à voir? Personne ne le savait. Chaque personne qui venait habiter dans cette maison, disparaissait. À cause de quoi?
Personne ne le savait. Jusqu'à ce qu'un jour, on put apercevoir une femme, les cheveux lisses, qui tombèrent sur ses épaules, habillée de noir, vêtue d'une veste en cuir rouge, rouge sang. Elles passèrent la grille. Elle ouvrit la grille de ses propres mains, une grille humide, recouverte d'eau de pluie et d'humidité, de pourriture. Elle ouvrit la grille. Elles passèrent à travers les frontières de toute la grille qui passèrent autour de la maison. Cette maison qui était emmurée par un grillage qui délimitait la propriété. Ce grillage qui délimitait la propriété, la maison en était entourée. Elles passèrent alors la grille, qui lorsqu'elle prit la grille en main et qu'elle l'ouvrit, fit un bruit incessant de grincement, passant sa main le long de la grille, sentant l'eau et l'humidité, sentant l'odeur de la pourriture tout autour d'elle, le froid de l'humidité qu'il y avait sur la grille, les gouttes d'eau qui tombèrent le long de son bras. Elle ouvrit la grille, et ce grincement incessant lui passèrent dans les tympans, lui grincèrent les oreilles. Ce grincement incessant lui pincèrent les oreilles, passèrent à travers ses tympans, comme si elle n'entendait plus rien. Une fois à l'intérieur de la propriété, elles regardèrent le point culminant de la maison, cette tourelle à 3 étages, sur lequel au-dessus, il n'y avait qu'une petite surface de fenêtre, se demandant ce qui pouvait bien y avoir derrière ces 3 petites fenêtres. Elles regardèrent ensuite la maison. Cette maison, faite de briques massives, cette maison qui était faite de briques massives, elles la regardèrent. Maison qui visiblement avait été peinte en noir. Ces briques massives noires qu'elles regardaient avaient l'air comme par hasard, ces briques massives noires qui jonchèrent la maison à en faire les murs de devant, de derrière, sur les côtés, ainsi que les fenêtres, et le point culminant de cette maison, qui en était cette grande tourelle de 3 étages. Ces briques massives, ces briques de pierre qui avaient été peintes en noir, avaient l'air de lui parler, de lui dire quelque chose, de lui faire ressentir des émotions. Cette femme entrèrent à l'intérieur, de sang-froid, elles rentrèrent, sans même se poser la question s'il y avait quelqu'un qui y vivait. S'il y avait quelqu'un qui y vivait ou non, sans même se poser la question, elles rentrèrent. Laissant tomber par terre la poignée de la porte qui s'était défaite, elle fit un bruit, ce qui réveilla les parents qui étaient dans la maison. Les parents des enfants qui étaient dans leur chambre, ce qui réveilla les parents, qui descendit aussitôt en dévalant l'escalier. Ils descendèrent aussitôt en dévalant les escaliers. Les enfants se levèrent, et la jeune femme, aux cheveux lisses, à l'émotion neutre, à la veste en cuir rouge sang, se mit alors à regarder les parents, les enfants qui arrivèrent sur le côté d'un air apeuré et étonné. Cernés contre le mur, les enfants
n'avaient plus une once d'émotion positive envers cette maison. Cernés contre le mur, les enfants n'avaient plus une once d'émotion positive pour cette maison. Ils avaient peur de chaque paroi, chaque endroit, chaque pièce, chaque chambre, chaque mur et chaque brique qui ornait cette maison. Ils en avaient peur. Ce soir-là, lorsqu'ils ont vu cette femme, ils ont su que cette maison avait un lourd passé. Cernés contre le mur, ils ne savaient plus parler, comme paralysés par la peur, comme si toutes leurs émotions avaient quitté leur corps. Le moindre regard envers cette femme leur glaçait le sang. Cette femme se tournèrent alors vers les enfants, s'approchait du plus jeune, s'était abaissée lentement. Elle s'était abaissée lentement devant le plus jeune enfant, qui était cerné contre le mur noir, les briques noires qui formèrent ce mur. Il avait peur de tout ce qui pouvait se passer, tout ce qui allait se produire. Chaque brique, chaque arpin de terre, chaque pièce, chaque chambre, il en avait déjà peur. Mais le fait de regarder l'émotion neutre de cette femme, qui tenait une carabine à plomb en main, le fait de regarder l'émotion neutre de cette femme, tenant une carabine à plomb en main, regardant ses émotions à lui, cernées contre le mur, s'accroupissant devant lui, abaissée devant lui, mise à son égal, elle prit alors la carabine à plomb, se mit alors devant lui, et lui dit, avec un air neutre, pratiquement un air neutre et sans sentiment, et il lui dit tout simplement, elle vint à lui dire, regarde, tu veux essayer? Tu veux essayer? Alors, tu la prends de ta main droite, tu la tiens ici, à l'avant, sur le canon. À l'arrière de ta main gauche, tu la tiens sur la détente, tu presses la détente et tu charges. Le jeune enfant, cerné contre le mur, ne savait plus bouger, plus respirer, plus parler. Cerné contre le mur, il ne savait plus parler, plus respirer, plus quoi dire, plus quoi penser. Cette maison lui faisait peur, cet endroit lui faisait peur. Au moment où il comprit que cette femme n'était pas ce qu'il pensait, qu'elle n'était pas un visiteur, au moment où il comprit que cette femme aux cheveux lisses, à la veste en cuir et à la carabine à plomb en main, qu'elle laissait tomber par terre, le prêtant au plus petit enfant, lui disant comment ça fonctionne, lui disant de la tester, de regarder, de prendre son temps. Il comprit alors que cette femme n'était pas un visiteur anodin, qu'elle n'était peut-être même pas humaine, qu'elle n'était peut-être même pas ce qu'elle pense. Cette femme alors reprit alors la carabine à plomb dans les bras du plus jeune enfant, qui ne savait plus quoi penser, plus quoi dire, même plus respirer. Il ne savait même plus respirer, il ne savait plus quoi penser, il ne savait plus où regarder, jusqu'à ce que la femme aux cheveux lisses, à la veste en cuir, se mit en face de lui, frappant contre le mur d'un air sec, le regard neutre. Elle dit alors aux parents, aux deux enfants, à cette famille qui venait d'habiter dans la maison, elle leur dit alors, en frappant contre le mur, en déposant la carabine à plomb sévèrement sur une table, cette table qui ornait l'entièreté du salon de cette maison, cette table qui ornait l'entièreté du salon de cette maison, elle cerna l'enfant contre le mur, elle cerna les parents contre le mur adverse, et ensuite elle frappa contre le mur, regardant les parents d'un air furax. Elle regardait ensuite les enfants d'un air neutre, sans sentiment. Elles déposèrent ensuite sur la table qu'il y avait en face des parents, sur laquelle elle avait posé sa main,
D'un air furax, elles regardaient les parents. D'un air neutre, sans sentiment, elles regardèrent les enfants. Déposant à plat sa main contre le mur, elles regardèrent les enfants. Elle reprit la carabine à plomb. Dans les bras du plus jeune, elle reprit la carabine à plomb. La déposèrent sur la table et la frappant d'un air sec, elle dit alors tout simplement: « Dites-moi ce que je dois faire. » Sans avoir l'impression de ne plus savoir quoi dire, les parents et les enfants, les personnes qui habitaient là, ne savaient pas quoi dire. Sachant ne plus quoi dire, ne plus sachant quoi dire, la mère, le père, les deux enfants qui étaient cernés contre le mur, la mère et le père qui étaient plaqués contre le mur. Assise au sol, la mère se bouchèrent les oreilles, mit alors ses deux mains sur son visage, se cachant les yeux avec la paume de ses mains, déposant ses doigts dans ses cheveux, croisant les mains au-dessus de sa tête, passant ses mains dans ses cheveux, se cachant le visage avec ses mains. Le père, qui lui était plaqué contre le mur, essayant d'atteindre les couteaux sur le côté. Elle-même l'avait remarqué, et la femme aux cheveux lisses prit alors tous les couteaux qu'il y avait sur la table, sur le côté, les déposèrent à son égard à côté d'elle, et vers les enfants, la mère qui releva la tête, sur la table, vit tous les couteaux qu'elle avait pris, que le père avait essayé de prendre pour se protéger, pour les protéger. À son égard, la femme aux cheveux lisses, sans émotion, regarda à nouveau les enfants, et s'en approcha, déposa la carabine à plomb. Cernée contre les murs, la femme aux cheveux lisses se mit alors à parcourir le salon. Elle regardèrent les murs, elle parcourut le salon, tout en regardant les enfants qui étaient plaqués contre le mur. Les enfants qui étaient plaqués contre les murs, les parents qui étaient de l'autre côté, faisant signe à leurs enfants de se taire, plaqués contre les murs eux aussi. C'est à partir de ce moment que chaque arpent de terre ont commencé à leur faire tellement peur que leur sang en est devenu froid. Chaque arpent de terre dans cette maison, chaque brique qui avait été repeinte en noir, plaquée contre les murs, à partir de ce moment-là, chaque brique, chaque mur, chaque pièce, chaque lieu, chaque porte, commencèrent à leur glacer le sang. La femme aux cheveux lisses, qui était avec eux, la carabine à plomb en main, les regardait, les uns après les autres. Elle les regardait. Elle s'était alors mise près des enfants, s'était abaissée, les avait regardés dans l'iris des yeux. Elle les avait regardés. Elle s'était ensuite tournée sur l'autre mur et avait regardé ses parents. Dans l'iris des yeux, tout comme les enfants, elles commencèrent alors peu à peu à les laisser là où ils étaient, plaqués contre le mur, les parents autant que les enfants. Elles les laissèrent là où ils étaient. Peu à peu, la femme aux cheveux lisses, aux cheveux noirs, commencèrent à prendre ses aises. Elle regardait un peu tout dans la chambre des enfants. Elle regardait les vêtements pliés qui avaient été préparés pour la veille, pour le lendemain. Elles rentrèrent dans la salle de bain, regardèrent les cosmétiques, regardèrent les savons,
mit alors en route l'eau de la baignoire qu'elle remplit. Elle ressortit alors de la salle de bain. Elle mit en route la douche dans la cabine qui se trouvait juste à côté. Elle ouvrit la cabine, la porte vitrée. Elle mit en route la douche. La baignoire qu'elle fit couler. Elles regardèrent alors, tout en s'asseyant sur le bord de la baignoire, elles regardèrent alors la température de l'eau. En regardant la mère et le père, ainsi que les enfants, contre le mur, elles s'asseyèrent doucement, relevant ses cheveux vers l'arrière. Relevant ses cheveux vers l'arrière, elles s'asseyèrent doucement sur le bord de la baignoire, passèrent sa main dans l'eau en faisant des gestes de bas en haut, de long en large. Elles passèrent sa main dans l'eau. Elles se relevèrent, repassèrent ses cheveux par derrière, repassèrent sa main dans ses cheveux, regardèrent alors une nouvelle fois l'eau qui coulait, la douche refermée, dont on entendait le bruit de l'eau tomber à travers le pommeau de douche. Elle se mit alors en face de la mère, qu'elle prit par le bras, sans même dire un mot. Elle lui dit alors: « Toi, tu vas à la fenêtre. » Elle ouvrit les rideaux, et elle mit alors la mère à la fenêtre. Comme manipulée, comme des poupées, comme manipulées par la femme aux cheveux lisses, comme des poupées dans une maison de poupées. Les parents, la mère, le père, les deux enfants, l'aîné et le cadet, étaient tous les deux terrifiés. Les parents, le père et la mère étaient tous les deux terrifiés à l'idée de savoir qu'elle commençait à s'installer. Elles commencèrent alors à les manipuler. Elle mit alors l'enfant à côté du mur, le plus jeune. Elle le prit par le bras, et à côté du mur, elle lui dit: « Tu restes debout. Tu restes debout. » Le jeune enfant était pétrifié. Il est donc resté debout. Il lui a obéi, de peur que les conséquences soient fatales. Il lui a obéi. Il est resté debout à côté du mur, là où se trouvait son jeune frère. Là où se trouvait son jeune frère, il est resté à côté du mur. Et alors, la femme aux cheveux lisses s'est approchée de lui a donné la carabine à plomb, en lui tendant le fusil par le canon. Elle lui a donné la carabine, et ensuite, lorsqu'il fit un mouvement du bras pour pouvoir la prendre et la dégainer, elle l'a repris, elle l'a chargé. Elle a donc chargé. Après l'avoir chargé, elle l'a donc donné à l'enfant. Après l'avoir chargé, elle l'a chargé, elle l'a déchargé et elle l'a rechargé. Elle l'a ensuite donné à l'enfant et elle lui a dit: « C'est comme ça qu'on fait. » L'enfant a donc pris, sans la regarder dans les yeux. Il l'a donc pris en main, la carabine, et la femme lui a donné la carabine, s'est accroupie devant lui et lui a dit, un mouvement de la tête, elle lui a juste dit: « Tu sais que c'est impoli de ne pas regarder les gens dans les yeux quand ils te font des cadeaux. » Le jeune enfant a fait un mouvement de la tête, pareil. Il le savait, mais il avait peur. Il tremblait de la main droite, il tenait la carabine de la main gauche. La femme aux cheveux lisses s'est approchée de lui et lui a dit: « Tu trembles? T'as peur? »
Le jeune garçon n'a pas répondu. La femme aux cheveux lisses lui a dit « Tu sais que c'est pas bien de pas répondre quand on te pose une question. » Il a donc commencé à répondre et à dire « Oui. » La femme aux cheveux lisses lui a dit « D'accord. Alors regarde. Tu te mets face à ton frère. Tu tiens par le canon. Tu mets ta main sur la gâchette. » Le jeune enfant est resté comme ça pendant plus de 3 heures. La femme aux cheveux lisses a enlevé sa veste rouge, a enlevé son t-shirt blanc, les a tous les deux posés sur une chaise. Ils étaient tous plaqués contre les murs de la salle de bain. La femme aux cheveux lisses a déposé ses vêtements, les uns après les autres, sur une chaise. Elle s'est donc relevée, après avoir déposé ses vêtements. Après s'être dévêtie, elle a posé ses vêtements, les uns après les autres, la veste en cuir, le t-shirt blanc, le jeans noir, les chaussures, tout, les uns après les autres. Elles demandèrent alors au père des 2 enfants et au mari de la jeune femme de lui défaire son soutien-gorge, et c'est ensuite qu'elles se retournèrent, sans émotion, vers lui. Elle lui fit un mouvement de la tête, et nues, elles rentrèrent sous la douche. Elle ressortit, nue et toute mouillée. Elles regardèrent la femme, la prit par le bras, la conduit alors jusqu'à la baignoire, et lui dit tout simplement « Rentre, rentre. » C'est alors que la femme mit un peu plus d'opposition par rapport à sa situation. Elle mit de l'opposition par rapport à sa situation. Elle ne voulait pas rentrer. La femme aux cheveux lisses l'a regardée, a remis son t-shirt. Toute mouillée, recouverte d'eau, après être rentrée sous la douche, et après être sortie, elle a remis son t-shirt, son jeans, ses chaussures, les cheveux mouillés, le visage mouillé. Elle l'a regardé en mettant sa veste, en passant son bras droit, puis son bras gauche. Elle l'a regardé et elle a dit « Rentre, rentre, sinon… » La femme aux cheveux lisses est partie, près du plus jeune enfant, celui qui tenait la carabine à plomb, et lui a dit « Rentre, sinon… » Elles posèrent alors l'enfant, juste à côté de sa propre mère, et ensuite, un calme plat passèrent à travers chaque mur, chaque arpent de terre, dans toute la maison, dans chaque arpent de terre, dans chaque mur, dans chaque brique, sous la peinture qui avait été faite à l'intérieur comme à l'extérieur, dans chaque arpent de terre, à travers la peinture de l'extérieur et de l'intérieur. Cette peinture noire, le silence comblèrent l'intérieur autant que l'extérieur. Les grilles vibrèrent avec le vent, et à l'extérieur, les gens essayaient d'échapper à tout ce qui pouvait se passer. Les gens essayèrent d'échapper à tout ce qui pouvait se passer. Ils fouillèrent en voiture, ils se cachèrent dans des maisons, ils essayèrent d'éviter la femme aux cheveux lisses, qui partout essayait de retrouver des gens, des victimes,
des personnes qu'elle pouvait manipuler, comme des poupées. Mais cela ne l'arrêtait pas pour autant. Dehors, il y avait des voitures en feu. Dehors, il y avait des gens qui partaient en voiture le plus loin possible. On pouvait voir des familles se déchirer. On pouvait voir des familles entières rentrer dans des voitures, sans même reprendre des affaires, sans même se rendre compte qu'ils partaient quelque part, qu'ils avaient choisi où aller, sans même avoir choisi où aller, sans même trouver un endroit où passer la nuit. Ils partirent de chez eux. Des familles entières se déchirèrent. Dehors, c'était la panique. On avait l'impression que plus rien n'avait de sens. Cette femme, elle, dans les rues sombres, marchait. Elle marchait droit, tout droit. Sans aucune direction, elle marchait droit, tout droit. Dans les rues, on pouvait voir les gens qui se regroupaient. Même les gens qui ne se connaissaient pas se regroupaient. Ils se regroupaient encore et encore, cherchant des solutions, des endroits, des lieux dans lesquels elles n'iraient pas. Les gens se regroupaient à plusieurs, cherchant des lieux, des endroits dans lesquels elles n'iraient pas, cherchant à la comprendre, à savoir ce qu'elle voulait. Elle seule savait ce qu'elle voulait. Depuis qu'elle avait sauté de voiture le long de cette falaise, depuis qu'elle avait sauté en voiture, qu'elle s'était arrêtée à cette falaise, qu'elle avait regardé le gouffre par le rétroviseur, qu'elle était sortie, qu'elle avait laissé sa veste à l'intérieur, qu'elle avait regardé le vide, qu'elle était rentrée dans la voiture, et que sans raison valable, elle avait mis le moteur en route, passé à la 4e vitesse, avait roulé de plus en plus vite, tellement vite qu'au final, elle ne contrôlait plus la voiture. Se jetant de la falaise dans une Continental GT, elles se retrouvèrent alors prisonniers de la tôle, prisonniers de la voiture, ne sachant pas ce qu'elles voulaient. Tout le monde savait son histoire, tout le monde savait ce qu'elle avait fait, mais ne sachant pas ce qu'elle voulait, qui elle pensait être, ou ce qu'elle avait derrière la tête. Les gens fouillaient, les voitures commencèrent à partir les unes après les autres. Les maisons se refermèrent, les volets de l'extérieur se refermèrent, et les personnes se barricadèrent chez elles, chez eux. Chez eux, autant que chez elles. Les gens se barricadèrent dans des maisons, dans des endroits neutres, se demandant si l'une des maisons de la ville n'était pas la sienne, chez elle, chez la femme aux cheveux lisses, se demandant si l'une des maisons de là où elle se trouvait, n'était peut-être pas la sienne. Les gens évitaient alors tout contact avec l'extérieur, se barricadant dans une maison des plus grandes. Chaque personne avait pour instinct de sauver sa peau, de sauver sa famille, de prendre leur voiture et de partir le plus loin possible, de se rejoindre dans une maison assez grande pour accueillir tout le monde. Comme un camp de réfugiés, tout le monde se rejoignirent dans une maison, l'une des maisons les plus grandes, réfléchissant à comment pouvoir survivre à cela. C'est alors que la nuit vint à venir. La nuit vint à venir, et les personnes qui s'étaient réfugiées en cette maison entendirent à l'extérieur des explosions, des voitures qui se mettaient à brûler, des églises qui commencèrent à chanter des chants paroissiaux les uns après les autres, des personnes qui commencèrent à se battre, des églises qui commencèrent à brûler, des maisons qui commencèrent à exploser, des gens qui commettaient des meurtres, qui faisaient certaines choses atroces, innommables et indescriptibles pour pouvoir échapper à la vue de
de cette femme. Lorsque le gouvernement comprit que cette femme n'était pas simplement une menace, une folle, sortie d'un asile, qui avait essayé de se donner la mort, et qui aujourd'hui était sortie et cherchait à répandre la terreur, sachant que le gouvernement avait compris que ce n'était pas simplement une femme qui cherchait tout simplement à répandre la terreur, mais que c'était aussi une femme qui était dénuée de sentiments, démunie de sentiments, et qu'ils avaient découvert que cette femme n'était pas une simple femme. Tout le monde la considérait comme morte, disparue, ou comme une personne qui avait mis fin à ses jours, mais elle n'était ni morte ni disparue. C'était une femme comme toutes les autres, on pouvait la voir, on pouvait la toucher, on pouvait l'entendre. Elle était palpable, mais elle était démunie de sentiments. Elle ne ressentait plus rien, et le gouvernement comprit que ce n'était pas une simple femme qui était sortie d'un asile de fous, voulant mettre fin à ses jours, c'était aussi une menace biologique qui, par le simple fait du regard, pouvait transmettre à n'importe qui ce qu'elle ressentait, c'est-à-dire plus rien. L'humanité a été décemment menacée du fait de s'autodétruire tout seul. Les gens devaient se barricader chez eux pour y survivre. L'humanité était décemment menacée par une menace biologique qui ne ressentait ni sentiment, ni rien, ni même une once de sentiment, plus rien, elle ne ressentait plus rien. L'humanité était menacée par la biologie, par cette chose qui ne ressentait rien, et qui voulait décemment semer le chaos. Dans les rues, d'aussi loin qu'ils pouvaient penser être en sécurité. Tout le monde cherchait un endroit, une maison, une ancienne église, un lieu dans lequel se réfugier. Qu'il soit à plusieurs ou seul, tout le monde cherchait un endroit dans lequel se réfugier. Certaines personnes qui partaient seules finissaient soit avec d'autres personnes, soit par se donner la mort dans un endroit terrible dans lequel ils n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver. Les personnes qui étaient seules finissaient souvent mortes dans un accident de voiture. Ils n'avaient aucune idée de ce qui pouvait leur arriver. Soit elles finissaient mortes, soit elles se réfugiaient avec d'autres personnes. La plupart du temps, les personnes qui partaient seules n'étaient pas si solides qu'elles le pensaient. Car la peur envahissait leur corps, ce qu'elles avaient envie de faire, et leur jouait des tours. Pendant que la femme aux cheveux lisses, elle, était dans les rues, voyait autour d'elle des murs s'effondrer, des familles se déchirer, des maisons brûlées, des gens dans les rues qui dansèrent devant des personnes qui étaient en train de mourir, d'agoniser, qu'ils venaient de tuer, auxquelles ils s'en étaient pris. Ces personnes auxquelles ils s'en étaient pris, ces personnes qui étaient en train de mourir devant leurs yeux, ces personnes auxquelles ils avaient fait du mal, les gens s'en prenaient aux autres. Les uns aux autres, les gens s'en prenaient aux autres, sans même avoir de regrets. C'est là que le gouvernement a commencé à agir, sachant que les gens s'en prenaient les uns aux autres, les personnes, importantes ou pas, les personnes importantes, les personnes qui vivaient encore dans les endroits dangereux, commençaient à s'en prendre aux autres. La première étape avait été la démence. Les gens commençaient à sombrer dans une démence paranormale et surnaturelle, auquel ils pensaient que chaque personne, chaque endroit et chaque lieu n'était jamais sûr, que chaque personne avait des intentions néfastes envers les autres.
Comme chaque personne avait des intentions néfastes envers les autres, il pensait à chaque fois que ces personnes devaient être tuées. Mais lorsque ces gens comprenaient qu'elles ne devaient pas être tuées, qu'ils avaient sombré dans la démence, le gouvernement a agi, a lancé des avions de chasse, a lancé des gardes dans les rues, avec des fusils d'assaut, avec des avions de chasse dans l'air. Le trafic aérien devenait de plus en plus dense, tandis que les gardes dehors, armés de fusils d'assaut, regardaient les autres personnes dehors qui s'en prenaient aux autres et qui tout bonnement, d'un air effrayant, à côté de leurs victimes, se mettaient à danser, comme s'ils étaient fiers de leur meurtre. Pendant ce temps, autour de la femme, aux cheveux longs, aux cheveux lisses, la femme aux cheveux longs, aux cheveux lisses, à la veste rouge et au t-shirt blanc, marchait dans les rues, armée d'un couteau et de la carabine à plomb, de laquelle elle est partie, de cette maison dans laquelle on n'a jamais su que les personnes qui y ont vécu sont décemment parties sans même laisser de traces. Il en fut de même avec cette famille. C'est alors que dans les rues, des gens essayaient de se protéger mutuellement. Des gens essayaient de se protéger mutuellement, de dire que les autres pouvaient venir chez eux, dormir la nuit, passer la nuit, en attendant que cette femme disparaisse. Les gens se protégeaient mutuellement, mais certaines maisons se déchiraient, certaines familles reformées se déchiraient, certaines maisons dans les rues brûlaient ou se détruisaient, des murs étaient détruits par les gens à l'extérieur, des vitres étaient cassées, des voitures se jetèrent dans les ravins, des arbres tombèrent sur les voitures, des alarmes qu'on pouvait entendre de partout, des voitures qui se mettaient à se jeter contre les arbres, des arbres qui prenaient feu tout bonnement avec la tôle incrustée dans le tronc de l'arbre, la tôle de la voiture incrustée dans le tronc de l'arbre, le feu qui prenait tout bonnement feu tout autour du tronc, le feu qui prenait feu tout autour du tronc, la voiture qui brûlait, la tôle qui était en train de fondre, le tronc de l'arbre qui était en train de brûler, qu'on pouvait voir se carboniser, les feuilles qui tombèrent peu à peu, qu'on pouvait voir être réduits en cendres, les personnes qui s'acharnèrent les unes contre les autres. Certaines personnes s'étaient réfugiées à Lourdes pour pouvoir avoir de la protection, de la chance, pouvoir avoir l'espérance de vivre encore un peu, de survivre à cette catastrophe. Certaines personnes s'étaient réfugiées à Lourdes, pouvant survivre à cette catastrophe, ayant l'espoir qu'à Lourdes, rien ne pouvait leur arriver. Ils se sont alors tous mis à genoux devant la statue de la Vierge. Ils l'ont regardée pendant tellement longtemps qu'ils pensaient être à l'abri, qu'ils pensaient que plus rien ne pouvait leur arriver. Ils étaient sains et saufs lorsqu'un soir, on a pu entendre des pas venant de l'extérieur et une femme est arrivée, une femme aux cheveux lisses, avec une batte en main. Elle est arrivée, elle la traînait par terre, elle avait une pelle dans l'autre main qu'elle traînait par terre, elle avait une batte en main que tout autant elle traînait par terre. Elle regardait les gens à Lourdes, en train de prier, en train de regarder la statue de la Vierge. Lorsqu'elle est arrivée, la statue de la Vierge a commencé à trembler. Les gens ont commencé à avoir peur, à se tenir les uns contre les autres. Ils ont commencé à avoir peur, à se tenir les uns contre les autres. Certaines personnes repoussaient les gens et tombaient dans une démence, ayant peur de ce qui pouvait arriver. Ils regardèrent alors tous, en levant les yeux au ciel, la statue de la Vierge
sur le rocher en haut et regardèrent ses yeux, qui laissèrent couler des traces de sang. La femme aux cheveux lisses poursuivit alors tous les gens, qui partirent dans une maison, plus loin, qui avait été abandonnée, désinfectée et laissée seule, à l'abandon. Il y avait un arbre, brûlé et calciné, sans aucune vie, qu'une personne était en train de brûler. Cet arpin de terre qu'il était en train de brûler, cet arbre qu'il brûlait, il le brûlait avec un bidon d'essence et un briquet à gaz, qu'ils laissèrent tomber en ouvrant le clapet. Cela déclenchèrent un feu, l'arbre avait été brûlé, mais les personnes se réfugièrent tout de même à l'intérieur, pensant que la chaleur du feu qu'il y avait à côté les réchaufferait et leur ferait peut-être penser à quelque chose d'autre. Ils se réfugièrent à l'intérieur, mais le soir même, ils entendirent le bruit d'un piano de concert. Ils entendirent le bruit d'un piano de concert. Certaines personnes pensaient que c'était un miracle de Dieu, que c'était une évidence que tout était terminé, que cette symphonie qui était jouée montrait que cette femme avait disparu et avait arrêté de les persécuter. Seulement, lorsqu'ils tournèrent la tête, lorsque plusieurs personnes tournèrent la tête et se retournèrent, il vit derrière la pièce de cette maison, l'unique pièce de cette maison. Il vit à l'intérieur, tous les uns après les autres, après s'être retournés, la femme aux cheveux lisses, assis au bord d'un tabouret, assis sur un tabouret, au bord du piano. Il la vit, les uns après les autres, jouer de douces notes à travers laquelle on pouvait voir que de l'extérieur, de la lumière du feu qu'il y avait à l'extérieur, de la lumière du feu qui réfléchissait à l'intérieur, on pouvait y voir sa silhouette, uniquement sa silhouette et le rouge de sa veste, réfléchir avec la lumière de la lune, s'entrecroiser comme de multiples lumières aux nuances exactes qui étaient les mêmes. On pouvait la voir jouer du piano, les articulations de ses bras, en parfait accord avec les notes qu'elle jouait. Cette musique était à la fois douce, tendre et agréable à entendre. Mais comme c'était elle, cette femme qui la jouait, personne n'avait en réalité l'impression d'aimer cette musique ou de se sentir à l'abri. Les gens avaient l'impression d'avoir peur, trouvaient cette musique effrayante et se sentaient terriblement angoissés. Ils avaient l'impression qu'à tout instant, elle pouvait réagir. Comme quoi, les gens se disaient que ce n'est pas parce qu'une personne en qui on a confiance nous joue un air de piano que c'est tout bonnement une bonne personne et que l'on va aimer cette musique. Cette musique si douce, si tendre, qui pouvait aveugler le fait qu'ils se sentaient démunis. Cette musique si douce et si tendre qui pouvait les aveugler du fait qu'ils se sentaient démunis de sentiments qu'ils avaient plongés dans une démence, avait tout de même un impact sur eux, leur faisait peur, leur faisait froid dans le dos. Cela dépendait de la personne qui jouait la musique. Cela dépendait de la personne qui jouait de la musique. Si c'était la femme aux cheveux lisses, ils avaient peur, ils avaient froid dans le dos, ils ne savaient pas comment réagir. Soudainement, une personne dans la foule se retournait vers une autre personne. Lentement, elle prit un couteau par terre, une lame qu'elle avait trouvée. Elles la serrèrent tellement fort dans ses mains qu'elles en firent saigner les paumes de ses mains et les articulations de ses doigts. Elles s'acharnèrent sur une autre personne, qui essayèrent tout bonnement de sortir en vie de l'acharnement de cette femme.
et cette femme, qui, elle, la femme aux cheveux lisses, jouèrent du piano, regardèrent les uns contre les autres, les humains, s'acharner, l'un contre l'autre, elle les regardait, passant d'une note blanche à une note noire, passant d'une note faible à une note plus haute, passant d'une note plus haute à une note plus basse, une note faible à une note plus puissante. Elle continuait à jouer du piano. Elle regardait les autres, dans la maison, dans la seule pièce de la maison, s'acharnaient les uns contre les autres, en même temps que la musique qu'elle jouait. Elle écoutait les cris, elle regardait les gens s'acharner les uns contre les autres, les personnes qui hurlaient et qui criaient, qui essayaient de s'en sortir indemnes, qui essayaient d'atteindre la porte pour l'ouvrir et la refermer, pour sortir vivant et enfermer cette femme une bonne fois pour toutes. Sachant que certaines personnes pensaient que même s'ils l'enfermaient, elle allait en sortir. Ces personnes qui s'acharnaient les uns contre les autres, pour la femme aux cheveux lisses, c'était comme une mélodie, comme un chant, le chant des oiseaux qu'on peut entendre le matin. Le chant des oiseaux qu'on peut entendre le matin lorsqu'on n'est pas encore réveillé, qu'on se sent de bonne humeur, et qu'on peut se dire enfin en ouvrant les yeux que c'est le jour, que c'est le matin, qu'un nouveau jour commence, que c'est une journée qui va commencer, qu'on a des choses à faire, qu'on a des endroits où aller. Pour elle, le cri de ces personnes qui s'acharnèrent les unes contre les autres, c'était comme cette musique qu'on entend le matin, le chant des oiseaux, lorsqu'on sait qu'on a des choses à faire et qu'une nouvelle journée démarre. Eh bien, les gens qui s'acharnèrent les uns contre les autres, c'était sa mélodie de piano. Cette mélodie de piano qui ne cessait que quand chaque personne avait réussi à trouver un moyen de se calmer ou de partir, de sortir indemne et de courir jusqu'au dernier commissariat qui pouvait être le plus proche. Commissariat qui ensuite allait appeler les urgences, sachant que la personne qui s'en était sortie indemne allait dire qu'il y avait plein d'autres personnes dans une église abandonnée qui elle-même, le temps que l'ambulance arrive, que la police arrive, le temps que l'ambulance arrive et que la police arrive, qui elle-même, l'église abandonnée dans laquelle elle s'était réfugiée, avait brûlé. Les gens avaient été récupérés sains et saufs, un à un, par les pompiers, avaient été appelés par la police à dire un témoignage, ce qui s'était passé, à leur dire ce qui s'était passé. Concrètement, ils devaient leur dire ce qui s'était passé, avec les émotions, avec ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils avaient pu voir, ce qui leur avait fait peur, ce qui les avait effrayés, ce qui les avait angoissés, ce qui les avait poussés à se plonger dans une démence. Ils avaient été invités par la police à dire un témoignage en toute sincérité, avec les sentiments qu'ils avaient ressentis. La police avait demandé aux pompiers qui venaient d'arriver, déposant le camion à la gauche de l'église, le parquant à la gauche de l'église, ils sortèrent alors, les uns à la suite de l'autre, avec un tuyau d'eau, sur lequel ils lancèrent de l'eau sur les flammes. Ils rentrèrent à l'intérieur, récupéraient les gens qui y étaient restés coincés. Une fois les flammes éteintes, une fois les ruines asséchées par les flammes et mouillées par l'eau qui avait éteint les flammes, la police était rentrée à l'intérieur.
avait été chercher la femme aux cheveux lisses, avait été la chercher, mais comme elle ne ressentait ni émotion, ni culpabilité, ni rien, elles ne bougèrent pas, elle acceptait son sort, d'être arrêtée. Et au moment où la police voulait franchir la porte de l'église, elle reprit feu. Elle reprit feu au moment où la police voulut franchir les portes de l'église. Et cette femme ouvrit la porte, brûlant encore sur la surface de ses bras et ses épaules. Elle sortit alors. Elle sortit doucement, levant les mains au ciel, les passant derrière sa tête, ses bras, ses avant-bras, ses épaules qui brûlèrent encore. Elles lâchèrent le poignard et le couteau qu'elle avait en main, l'arme qu'elle avait dans sa poche arrière. Elle s'était accroupie par terre, elle s'était mise sur les genoux, elle les avait regardés d'un simple regard. Et le policier s'était retourné de vengeance, de violence et de haine contre tous les policiers qui étaient venus avec lui. Quand est-ce que cette femme allait s'arrêter? Allait-elle s'arrêter quand l'extinction de la race humaine allait aboutir à sa fin? Ce policier s'était retourné contre lui-même et contre ses collègues. La race humaine était condamnée. Allait-elle s'arrêter quand la race humaine aurait disparu? Allait-elle s'arrêter un jour quand la race humaine aura disparu, aura abouti à sa fin? Que voulait-elle? Personne ne le savait, mais tout le monde regardait les flammes brûler. Les flammes qui brûlèrent dans le silence. Silence interminable. Dehors, c'était la panique. Les gens commençaient à céder à la démence. Les gens, peu à peu, un à un, commençaient à céder à la démence, à la peur, à tout ce dont il leur était arrivé. Tout ce dont il leur était arrivé, ils commençaient peu à peu à céder à la démence, à la peur, à tout ce qui leur était arrivé. Ils cédaient, et peu à peu, on pouvait voir dans les rues, dehors, il était exactement 11h54, quand on pouvait voir que dehors dans les rues, il y avait des chars conduits par les citoyens qui étaient dans la rue, qui s'acharnaient sur les autres, qui écrasaient les voitures qui étaient garées, qui écrasaient les voitures, leur passant par-dessus, qui étaient tout bonnement en train de rouler. Les gens n'avaient plus aucune règle. C'était comme si cette femme aux cheveux lisses avait pris le dessus sur leurs sentiments à eux. Certaines personnes se tuaient accidentellement en prétendant que c'était la femme aux cheveux lisses qui leur avait dit de le faire. Certaines personnes se tuaient accidentellement en prétendant que c'était la femme aux cheveux lisses qui les avait poussés à le faire, qui leur avait dit de le faire. Une personne avait pris sa voiture, avait roulé tout le long d'une route entre les champs, regardait par sa fenêtre, agrippée à son volant, elle avait peur. Elle était à sa voiture, agrippée à son volant, elle avait peur. En plein milieu des champs, elle roulait sur une route déserte. Elle regardait par la fenêtre, elle regardait par le pare-brise. Elle était en train de se répéter. Elle m'a dit de le faire, 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 elle m'a dit de le faire. Elle se répétait encore et encore, elle m'a dit de le faire, 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 elle m'a dit de le faire. Elle se le répétait encore. On pouvait voir que cette femme ou cet homme qui tenait le volant de sa voiture, qui était parti, tout comme plusieurs autres femmes et plusieurs autres hommes qui étaient partis en voiture, roulait sur des routes abandonnées,
Ils regardaient par leur pare-brise quelque chose qu'ils avaient l'air d'attendre, quelque chose qu'ils avaient l'air d'attendre. Et tout bonnement, lorsque l'occasion se présentait, lorsqu'ils voyaient un mur, une ruine, ou encore des barrières électrifiées, des barrières qu'on pouvait mettre au bord des champs qui avaient été électrifiées, des barbelés ou même des piquets en bois, le tronc d'un arbre ou encore un fossé, le long d'une route, lorsqu'ils voyaient ça, ils n'hésitaient pas un instant à sauter dessus avec leur voiture. Ils tournaient, mettaient la marche arrière, accéléraient, et ils tournaient sur le côté. En avançant le plus vite possible, en regardant les yeux dans le vide, ce dont sur quoi ils avançaient, ils se jetèrent alors sur un arbre qu'il y avait sur le bord de la route. Une deuxième personne s'était jetée dans des barbelés, et une troisième s'était jetée avec sa voiture dans des fils électriques, déclenchant un court-circuit dans le moteur de sa voiture, déclenchant tout simplement une perte d'essence. Ce court-circuit vint à se lancer dans l'essence, qui déclencha un feu, qui déclencha une explosion, et ensuite ces trois personnes, sur la route, sur le bord de la route, qui ont foncé dans un arbre, dans un sentier, qui ont foncé dans un trou perdu, et qui ont foncé contre un arbre, se sont accidentellement pris la vie. Ces personnes qui se sont accidentellement pris la vie en fonçant contre un arbre, faisant en sorte que la voiture qu'il y avait contre l'arbre, encastrée dans l'arbre, la tôle avait tout bonnement percé le réservoir d'essence. La deuxième, qui s'était encastrée dans un poteau électrique, avait déclenché de l'électricité, qui avait déclenché une perte d'essence dans la seconde voiture, qui avait déclenché un feu. Ce feu était en train de chauffer la voiture suivante, qui, elle, s'était jetée contre une barrière électrique. Cette barrière électrique qui avait lancé un courant dans la seconde voiture, ce courant qui avait été lancé sur l'essence qui était en train de couler par terre sur la route, déclencha une explosion seconde, qui déclencha une seconde explosion, qui fit exploser les trois voitures. Ces personnes qui s'étaient répétées en roulant, elle m'a dit de le faire, 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 s'étaient arraché la vie, mais ne savaient pas que cette femme était toujours d'activité. Elle cherchait encore et encore tout bonnement à tuer les gens, sans savoir qu'ils n'avaient plus de sentiments, qu'ils avaient sombré dans la démence et qu'ils étaient devenus peut-être comme elle. Ils l'avaient vue, ils l'avaient regardée, à travers leurs iris, derrière leurs pupilles, ils l'avaient vue. Cette femme leur avait arraché leurs sentiments. Maintenant, tout ce qu'il fallait faire, c'était qu'une personne encore lucide, qui s'était enfermée et qui n'était pas sortie, trouve un moyen de comment arrêter cette femme. Cette femme qui avait regardé une autre femme qui s'était enfermée dans un home, une infirmière qui s'était enfermée dans un home, qui s'occupait des vieilles personnes, des personnes âgées. Cette infirmière qui s'occupait des personnes âgées, des vieilles personnes. Cette infirmière avait regardé par la fenêtre ce qu'il se passait réellement, avait ouvert les rideaux. Elle s'était retournée pendant une fraction de seconde, le temps qu'elle entende un bruit et qu'elle se retourne. La personne âgée dont elle s'occupait s'était accrochée à sa ceinture, au lustre suspendu au mur. Elle s'était alors retournée. Elle avait vu la personne âgée dont elle s'occupait. Cette personne s'était attachée avec sa ceinture au lustre accroché au plafond, au lustre accroché au mur. Son bras était tendu, accroché au mur, au lustre du mur, et sa tête était accrochée avec sa ceinture, dont son bras qui était suspendu au mur. Son bras qui était suspendu au mur par un lustre
qui était accroché au mur. Au plafond, sa tête y était suspendue par une ceinture qu'il avait trouvée quelque part. Pendant une fraction de seconde, elle a dû regarder dehors, ouvrir les rideaux et voir ce qui s'était passé. Elle s'était retournée. Elle avait retrouvé la personne dont elle s'occupait, accrochée à un lustre, accroché au mur de gauche, son bras suspendu et sa tête accrochée au lustre du haut, avec une ceinture qu'il avait tout bonnement pris à son pantalon. Cette femme qui avait décroché le corps avait vu ce qui s'était passé dehors, avait regardé la femme dans les yeux. Peu de temps après, elle s'est alors retrouvée seule. Elle a été voir dans la pharmacie de la femme dont elle s'occupait, qui est morte dans son rocking chair. Cette femme qui est morte dans son rocking chair, après l'avoir détachée du lustre sur lequel elle s'était pendue, l'infirmière l'a donc posée dans son rocking chair. Elle se balançait, les bras qui pendaient vers le bas. Elle était sans vie. L'infirmière a donc été voir dans la pharmacie de la dame dont elle s'occupait. Elle a pris ses médicaments, des calmants qu'elle prenait pour soigner ce qu'elle avait, une démence paranormale. Elle les a alors pris. Elle a pris un cacheton, puis 2 cachetons, puis 3 cachetons, puis 4 cachetons, ensuite 5, 6, et ensuite toute la boîte. Elle s'est assise et patiemment à côté de la personne qui était morte, la personne dont elle s'occupait, cette femme, les bras dans le vide, sur son rocking chair, qui était en train de se balancer en avant en arrière. L'infirmière tombait à côté, sur une chaise, assise, la tête vers le bas. Elle s'était droguée, elle s'était tuée, elle avait pris des calmants, toute une boîte, et c'en était fini pour eux. Une seconde personne qui avait regardé dehors pour voir si son fils était en sécurité était dans son garage, s'était enfermé, et comme hypnotisé, comme guidé par quelque chose qu'il entendait, qu'il ressentait. Ils fermèrent la porte de son garage. Il ouvrit le coffre de sa voiture, sortit une bouteille d'oxygène qu'il perça, qu'il mit à côté de soi, un masque à oxygène. Ils accrochèrent ensuite le masque à oxygène, le tuyau du masque à oxygène, ils l'accrochèrent à sa voiture, notamment, plus concrètement, il se mit par terre, il mit le masque à oxygène, il perça la bonbonne d'oxygène qu'ils déposèrent par terre. Et ensuite, après quelque temps, on put le voir comme hypnotisé, guidé par quelque chose, par un sentiment. On put le voir guidé par quelque chose, prendre une bouteille d'oxygène, s'asseoir par terre, prendre un masque à oxygène, prendre le tube qui en suivait tout le long, l'accrocher au pot d'échappement de sa voiture, enlever le masque à oxygène, le déposer par terre là où il s'était assis, se relever, démarrer la voiture, la mettre en route. Il a alors mis la voiture en route. Le gasoil et tout ce qui s'échappait du pot d'échappement est passé dans le tube. Il s'est réassis par terre. Il a regardé la fumée traverser tout le long du tube. Arrivant jusqu'au masque, il a attendu. Il a attendu de s'asphyxier, seul. Une fois asphyxié, on l'a entendu tousser. On l'a entendu tousser, encore, encore et encore. On l'a entendu essayer d'enlever le masque, l'ayant serré tellement fort qu'il n'y arrive plus. Mort asphyxié, la tête penchée sur le côté, mort asphyxié, et pratiquement lacéré par le nœud qu'il avait fait à l'arrière de son cou, tellement fort qu'il en avait mal et qu'il ne savait plus enlever. Mort asphyxié dans son garage.
Une autre femme qui, elle, regardait ce que faisaient ses voisins, s'ils étaient dehors ou pas, regardait tout simplement ses voisins, ce qu'ils faisaient. Et c'est en regardant dehors qu'elle prit alors la lavette qu'elle avait en main, la lavette, l'éponge et le désinfectant qu'elle avait en main. Elle les prit tous les deux, elles les posèrent par terre, elle reprit le désinfectant, le déposèrent sur la puce-fenêtre, et ensuite, elle partit dans sa cuisine, comme hypnotisée, encore une fois, ayant l'impression d'être guidée par quelque chose, elle partit dans sa cuisine, elle revint avec un verre qu'elle déposa sur la puce-fenêtre, elle reprit le désinfectant, le produit de vaisselle, elles les mélangèrent tous, un à un, les mit dans son verre, versèrent de l'eau, se mit à boire devant la fenêtre. On put la voir par terre s'écrouler. Devant sa fenêtre, qui donnait vers l'extérieur, elles s'écroulèrent, et de la salive blanche sortèrent de sa bouche. Ses yeux devinrent rouges, ses yeux devinrent rouges. Ensuite, ses nerfs dans les yeux exposèrent un à un. Ses iris bleus restèrent bleus, mais devinrent peu à peu gris, comme une femme aveugle qui s'était donné la mort. Elle se mit alors à convulser. Les convulsations avaient duré quelques minutes et s'étaient arrêtées. Sans plus, elle s'était donné la mort en ayant bu de l'acide sulfurique. Ne sachant pas ce qu'elle faisait, comme guidée par quelque chose qui lui disait quoi faire, elle avait mélangé tous les bons accessoires, tous les bons liquides pour créer un acide sulfurique parfait. Elle avait mélangé tous les acides parfaits pour créer de l'acide sulfurique parfait. Elle en avait versé dans son verre qu'elle avait pris à la cuisine, elle l'avait bu, et devant sa fenêtre elle s'est effondrée. Elle ne s'est plus jamais relevée, jusqu'à ce qu'on trouve son corps en décomposition. Et ce fut comme ça pour beaucoup de personnes qui se donnèrent la mort. Une personne avait demandé à son fils, qui était en train de dormir, lui avait murmuré à l'oreille: « Quand tu te réveilleras, endors-moi vivant. Quand tu te réveilleras, enterre-moi vivant. Endors-toi. » Cette personne qui lui avait murmuré à l'oreille: « Quand tu te réveilleras, enterre-moi vivant dans le jardin. » Lorsque cette personne était repartie, elle s'était mise dans le jardin, dans un trou qu'il avait déjà creusé à l'avance. Il avait fermé les yeux. Son jeune fils, qui dormait, qui avait entendu la phrase, s'était relevé, avait ouvert les yeux et avait marché jusque dehors. Il avait marché jusque dehors. Son jeune fils, qui avait entendu la phrase, avait marché jusque dehors. Torse nu, son jeune enfant, torse nu, en jeans, avait marché jusque dehors. Il avait regardé par la fenêtre s'il n'y avait personne qui le regardait. Il avait pris une pelle et avait tout bonnement refermé le trou avec toute la terre qui avait été creusée. Il venait d'enterrer son père, et lorsque son père avait été enterré vivant, ne savait plus respirer, ni même voir ou entendre. Tout ce qu'il savait ressentir, c'était peu à peu chaque organe de son corps qui s'éteignait les unes après les autres, jusqu'à ce que le dernier battement de son cœur, la dernière pulsation, s'arrête. Ils ont alors trouvé un moyen pour arrêter cette femme. Une personne a trouvé un moyen. C'était de brûler les archives, brûler les dossiers, brûler l'endroit dans lequel elle avait été internée. Il s'était alors dit: je vais brûler l'endroit, brûler les dossiers, brûler sa chambre, brûler ses affaires, brûler là où elle vit, brûler là où elle est passée.
Les gens qui l'écoutèrent parler à travers un parlophone, en haut d'une maison, en haut de la terrasse d'une maison, se demandèrent pourquoi il disait ça, car partout où elle est passée, c'était toute la ville, toutes les rues de la ville, toutes les maisons, toutes les églises, toutes les enceintes des écoles. Si nous devions la tuer, nous devions brûler tout ce qu'il y avait dans la ville. Cette personne avait dit, on va pas seulement brûler là où elle est passée, mais là où elle vit. Ils sont allés jusqu'à la Maison Noire, ils l'ont brûlée. Au moment où les dossiers ont commencé à prendre feu, au moment où sa chambre dans la Maison Noire, dans la forêt, a commencé à prendre feu, la femme s'est tournée vers toutes les personnes qui habitaient Phoenix, les a regardées, ses yeux sont devenus bleus. Et soudainement, toutes les personnes ont commencé à se tourner vers elle, à la suivre comme une armée, avec un couteau vers le haut, couvert de sang, comme s'ils avaient déjà commis un meurtre. Le vent souffle, le calme règne, dans un paysage apocalyptique, erroné, le silence est roi. Et c'est aveuglé par d'épais nuages brumeux que, à Phoenix, en Arizona, cette ville chargée de sombres secrets ésotériques s'apprête à faire face à une épidémie virale biologique éradiquant tous les sentiments possibles, jusqu'à enfouir le monde dans la confusion, le doute et la haine. Les sentiments primitifs de protection troublent l'humanité. Aveuglée, l'humanité ne se fie plus aux apparences. Arizona, Phoenix, 10 ans avant les faits. Adael Christa Roca Monrales mit fin à ses jours en se jetant d'une falaise avec un fourgon de la morgue, dans l'espoir de croire qu'elle était possédée par plusieurs tueurs en série, dont le Dragon Rouge, ancien tueur en série, s'étant lui-même suicidé, dans la démence de croire qu'elle était une meurtrière recherchée, possédée par le Dragon Rouge, un ancien tueur en série. Quand la morgue retrouve un linceul vide, le légiste retrouve ce linceul vide sur sa table et se retrouve donc face à face avec Adael, faisant acte de présence à la morgue, croyant être possédé par le Dragon Rouge, dont plusieurs tueurs en série, se poursuivant à la chaîne à l'intérieur d'elle-même. Plusieurs tueurs en série, dont le Dragon Rouge, pensant être possédés par leur âme, leur esprit, leur conscient et leur subconscient. Son subconscient à elle, ayant été modifié par son antérieur qui pense être possédé par le Dragon Rouge, son antérieur qui pense être possédé par le Dragon Rouge, ainsi que plusieurs tueurs en série qui se poursuivent à la chaîne à l'intérieur d'elle-même. C'est alors qu'elle commence à réagir froidement à l'hôpital. L'hôpital considère son cas comme étant un cas isolé. L'hôpital considère son cas comme étant un cas isolé. Le jour où elle commence à réagir froidement, ce cas isolé de Adael, croyant être possédé par le Dragon Rouge, commence à détruire des ennemis, des personnes, des âmes et des gens qu'elle croise dans la rue. Commençant à réagir froidement, prenant conscience qu'elle est démunie de sentiments, prenant conscience qu'elle est démunie de sentiments, désarmée de tout sentiment et d'émotion, prenant conscience qu'elle est dépourvue de sentiments, démunie de sentiments, désarmée de toute émotion et de tout sentiment, la voyant réagir froidement au fait qu'elle pense être possédée par le Dragon Rouge, l'hôpital commence donc à réagir et à lancer des recherches du corps qui pouvaient être son vrai corps, les recherches du corps qui pouvaient être le vrai corps qu'il y avait dans le fourgon, lançant des recherches aussi après elle-même, pour ne pas qu'elle n'atteigne d'autres personnes. Adael, ce soir-là, s'est jeté une nouvelle fois du pont, pensant mettre fin à ses jours, mettre fin à son subconscient qui avait été siphonné par l'antérieur de la présence des tueurs en série qui se poursuivaient à la chaîne, dans son subconscient qui avait été siphonné
pensant qu'elle mettrait fin à ses jours, à ce qu'elle pensait, à ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait. On la retrouvèrent ce soir-là dans une ruelle, dans un simple linceul en plastique, à travers lequel, sur ce linceul, on put voir qu'il était vide lorsqu'on l'ouvrit. Lorsqu'on l'ouvrit, ce linceul avait été traîné dans des ruelles froides. Dans des ruelles froides et vides de Phoenix, en Arizona. Ce linceul fut traîné par une personne qui ramène donc ce simple linceul vide à l'intérieur d'un fourgon, un fourgon de la morgue qui avait été lancé comme étant le fourgon qui allait la rechercher. Ce fourgon qui allait la rechercher avait été lancé à la poursuite de cette femme, Adaël, qui avait pensé mettre fin à ses jours, pensant être possédée par le dragon rouge. On retrouvèrent alors plus tard un linceul vide dans une ruelle sombre d'Arizona. En Arizona, dans une ruelle sombre, on retrouvèrent un linceul vide. Face à ce linceul vide, une ombre, une femme, debout sur ses deux jambes, serrant le poing gauche, tenant un couteau à la main droite. Regardant la personne qui tirait le linceul vers le fourgon, elles s'attaquèrent à lui, sans même hésiter, sans même réfléchir, sans même hésiter, sans même pointer le couteau vers le bas. Sans même pointer le couteau vers le bas pour se sentir désarmé, sans même réfléchir et sans même hésiter. Sans une seule once d'agressivité, elles l'agressèrent. Elles se jetèrent sur lui, pointant le couteau vers le bas, vers cette personne qui avait trébuché sur le linceul, se retrouvant par terre, à genoux sur ses deux bras. Se retrouvant par terre, à genoux sur ses deux bras, reculant avec ses deux jambes, elle se retrouve alors face à cette personne qui traînèrent le linceul vide. Sans une once d'agressivité, elles s'accroupirent devant lui murmurèrent les plus atrocités qui pouvaient exister, lui murmurant à l'oreille les plus grandes atrocités qui puissent exister. Elles se relevèrent, pointant le couteau vers le bas, sur la poitrine de l'homme qui avait trébuché, lui ayant murmuré les plus grandes atrocités, et les atrocités les plus grandes qui puissent exister, qu'on puisse imaginer. Elle se relevèrent et le laissa partir. Elle commençait à réagir froidement, pensant qu'elle était possédée par le dragon rouge. Seulement, ce n'était que de la démence. À quel point pouvait-elle aller aussi loin? Démunie de sentiments, inconsciente de ce qu'elle faisait, démunie et désarmée de toute conscience et de tout sentiment. Ce soir-là, on ne la revit plus. Mais tout ce dont avaient peur les habitants d'Arizona et les habitants de Phoenix, tout ce dont ils avaient peur, c'est que ce soir même, ce jour-là, elle réapparaisse, autre part, dans un autre endroit. 2h44 du matin. 2h43. Une minute avant les pleins pouvoirs. Les gens cédèrent à la panique, s'acharnèrent les uns contre les autres. Les immeubles prenaient feu. Les voitures garées étaient détruites. Dans les vastes allées sombres et obscures, les meurtres sanguinolents commencèrent à prendre forme. Les gens qui tenèrent des machettes à la main parcourèrent les rues. Ils parcourèrent les rues, tenant une machette à la main, tenant en otage une personne qui essayait de fuir cette même personne qui en main avait un couteau et un fusil chargé qui était accroché à sa ceinture. Parcourant les rues, la colère, la déchéance, la colère des gens, des personnes qui habitaient ce monde, les personnes qui habitaient ce monde bien avant d'avoir les pleins pouvoirs, la colère, la déchéance, la destruction, l'horreur de ce monde qui autour d'eux était en train de se déchirer, de se détruire, de se dilapider. Il était 2h44 du matin, 2h43, une minute avant les pleins pouvoirs, la déchéance et l'horreur étaient en train de brûler ce pays. Cette femme, la femme aux cheveux lisses,
était en train de concevoir une armée. Elle avançait entre les rangs, elle avançait dans les rues, et derrière elle, chaque personne différente, les yeux blancs, comme manipulée, prise d'assaut par quelque chose, les personnes qu'il y avait derrière elle, les yeux blancs, vides, sans vie, les cils noirs, les cheveux noirs, la peau calcinée, l'odeur de la chair, tout cela parcourait la ville. Leurs yeux qui étaient blancs, comme manipulés par quelque chose, une force, cette femme, une certaine emprise, un arpent de terre, un endroit, quelque chose qui les avait marqués. Tous poursuivèrent encore le même optique, suivre cette femme. Ils poursuivèrent tous le même optique, suivre cette femme, la suivre là où elle allait. Elles passèrent à travers une église désinfectée. Elles la détruisèrent à son passage. Elles brûlèrent, et une personne s'attardèrent dessus, s'attardèrent sur les murs, prit alors un bidon d'essence, craquèrent une allumette, et la laissèrent tomber par terre. Tous, les uns autant que les autres, regardèrent l'église brûler. Ils s'attardèrent sur les maisons, sur les immeubles, des immeubles autant vides que encore habités. Des immeubles encore vides, encore habités, des immeubles abandonnés, des anciens immeubles, de nouveaux immeubles, de nouvelles constructions, de nouveaux murs, des murs abandonnés, des constructions, parfois même des logements sociaux, des ruelles dans lesquelles des crimes étaient commis. Cette femme, la femme aux cheveux lisses, suivèrent son armée, comme son armée la suivèrent. Dans les rues, on pouvait voir chaque personne, un couteau à la main, marcher la nuit, le soir, et autour d'eux réfléchissait la lumière du feu. Autour d'eux, autour de cette armée, qui suivèrent la femme aux cheveux lisses, qui tout comme elle suivait son armée, et continuèrent à marcher, comme omnibulés par quelque chose, une certaine force. Démunis de sentiments, dénués de sentiments, ils marchèrent tous, et autour d'eux réfléchissait la lumière des lampadaires, qui étaient plongés dans le noir, au-dessus d'eux dans les rues. On entendit tous, les uns après les autres, les bruits de leurs pas, marcher synchroniquement dans les rues, les lampadaires, tout en haut, éclairés d'une lumière vive et blanche, le feu qui réfléchissait avec la lumière de la lune, qui éclairait les rues sombres et obscures, à travers lesquelles la femme aux cheveux lisses suivait son armée, tout comme son armée la suivit, à travers les rues. Il y avait des voitures qui roulèrent encore, des voitures en feu, qui roulèrent, qui se prenèrent les arbres, qui firent des frontales avec d'autres voitures. Un soir, on put voir la femme aux cheveux lisses marcher, avec son armée derrière elle. Elle marchait, loin, comme si elle suivait l'horizon. Son armée marchait elle aussi, tout comme elle suivait son armée la suivait elle. Elle marchait jusqu'à l'horizon, et une voiture était passée devant eux. Ils s'étaient arrêtés, comme s'ils regardaient ce qu'il passait, comme s'ils regardaient l'horreur et la dilapidation de leur monde. Ils s'étaient arrêtés, ils avaient regardé l'immeuble devant eux, à leur gauche, se détruire, les murs se dégrader, chaque brique brûlée en cendres. Chaque brique brûlée en cendres. Cet immeuble qu'il y avait devant eux, chaque brique qui brûlait, qui partait en cendres,
chaque flamme qui grandissait, qui commençait à accroître et à devenir de plus en plus grande. Car quand on a du pouvoir, on décide de toujours en avoir plus. Lorsqu'on a du pouvoir, l'on décide de toujours en avoir plus. C'est pareil avec les flammes, c'est pareil avec le feu, c'est pareil avec la dilapidation, la destruction. Tout ce qui se détruit, tout ce qui a du pouvoir, tout ce qui a le pouvoir d'être détruit, se détruit, commence à être de plus en plus fort. Lorsqu'on est de plus en plus fort, on commence à vouloir détruire. Ce qui se détruit n'est plus que cendre et poussière derrière nous, flamme et feu, lumière et destruction. Et le pouvoir fait en sorte que la personne qui détruit est en train d'accroître et de détruire tout ce qu'elle voit, autant que ce qu'elle entend, les personnes qu'elle a connues. Derrière elle, la femme regardait cet immeuble, avec la puissance des flammes qui étaient en train d'accroître. L'immeuble lui-même était en flammes de l'intérieur autant que de l'extérieur. On avait l'impression que les étages qu'il y avait avant s'étaient détruits, s'étaient dilapidés, avaient disparu, que l'intérieur était vide, que comme s'il paraissait autant vide qu'il l'était avant, cet immeuble, on avait l'impression que de l'extérieur autant que de l'intérieur, les flammes qui jaillissaient à l'intérieur, qui étaient en train d'accroître et de grandir. Ces flammes gigantesques qui étaient en train d'accroître et de grandir, de prendre en puissance. À l'intérieur, on avait l'impression qu'elles prenaient en puissance de plus en plus, qu'elles brûlaient et que les braises ardentes s'attardaient sur les briques qui ne devenaient plus que cendres. Les briques qui ne devenaient plus que cendres, qui s'attardaient à devenir noires, calcinées, à sentir la chair fraîche des humains à l'intérieur qui étaient coincés derrière les portes, frappant encore et encore sans s'arrêter contre les portes. On pouvait sentir à l'extérieur la chair fraîche des humains qui étaient en train de brûler. À l'extérieur, on avait l'impression que le bâtiment était vide. Les murs se détruisaient. On entendait les briques craquer. On entendait les murs craqueler. On entendait et on voyait les murs se dilapider, les briques calciner et le feu qui détruisait tout. Le bois, les vitres qui étaient en train de se casser, qui se détruisaient, les fenêtres qui brûlaient, les flammes qui en sortaient, et devant eux, une voiture passèrent, sans conducteur, la personne qui en était le conducteur, la voiture qui passait devant eux, qui passait devant la femme aux cheveux lisses, qui passait devant toute son armée, était sans conducteur. Elles passèrent devant eux, elle était en flammes à l'arrière, à l'avant elle était encore intacte. Elles passèrent, elles roulèrent sans conducteur sur les routes. Afin d'atteindre sa limite, cette voiture intacte à l'avant, qui était en feu à l'arrière. Sur la banquette arrière, il y avait une personne attachée par des cordes. Elle était littéralement en train de crier, de brûler. Purément, on pouvait la voir partir en flammes à l'arrière de sa voiture sans conducteur qui s'était arrêtée contre un arbre en frontal avec un camion. Ce monde dans lequel il vivait avant était en train de se détruire, de se dilapider. Cette femme continuait à marcher. Personne ne pouvait l'arrêter, car d'un seul regard, on devenait comme elle. Tout avait démarré en brûlant sa maison, son identité, qui elle était, qui elle avait envie de devenir. On avait brûlé ses sentiments, alors tout comme elle allait brûler les nôtres. Elle s'accaparait notre monde, elle détruisait et elle dilapidait tout ce qu'elle voyait. Ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti, se dilapidait, tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'on lui avait volé, tout ce qu'on lui a enlevé. Elle nous l'enlevait à nous. Ce n'était pas une vengeance, c'était une punition qu'elle avait préparée depuis bien longtemps. Elle s'était préparée à ne plus avoir de sentiments, à être démunie de sentiments, à être imbue d'elle-même, à ne plus rien ressentir.
Elle s'en était préparée, c'était une punition pour nous, pour avoir détruit qui elle était, pour avoir détruit qui elle était, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait connu. C'était une punition. Elle voulait détruire l'humanité. Sa vengeance, sa rancœur et sa haine étaient tellement fortes qu'elle ne pouvait concevoir de la renfermer à l'intérieur d'elle-même. Il fallait qu'elle la sorte, qu'elle la montre, qu'elle la présente au beau jour, et qu'elle se mette à détruire, à s'accaparer le monde. Sa vengeance, sa haine et son désarroi étaient tellement forts que autour d'elle, il fallait qu'elle montre cette vengeance et cette rancœur, cette haine qu'elle avait pour le monde qui lui avait arraché sans raison ses sentiments. Il fallait qu'elle leur fasse subir le même sort, sans aucun sentiment, sans aucun ressenti. Elle n'était pas dupe, avec des yeux blancs, tout comme l'armée à laquelle elle avait été exposée. Elles regardèrent le monde, et pour la première fois, elles éprouvèrent, pour la première fois, un vif sentiment de retour en arrière. Elle disparut ce jour-là, où dans la rue, elles s'arrêtèrent, et tout autour d'elles, les gens brandissèrent des couteaux, des fourches, des machettes, des haches, de simples objets tranchants qu'elles regardaient, des fourches, des haches, des pics, des lances, des couteaux, des machettes, de simples objets tranchants, des objets de défense, des armes blanches. Autour d'elle, les yeux blancs de son armée se dilapidèrent, son armée elle-même se dilapidèrent, et pour la première fois, elles regardèrent le monde différemment que ce qu'elles ne pensaient. Pour la première fois, elles éprouvèrent, pour la toute première fois, un vif sentiment de retour en arrière, au milieu de cette rue, où derrière elles pouvaient apercevoir et entendre un bâtiment tout entier se détruire, se dégrader, se dilapider, mur après mur, brique après brique, fenêtre après fenêtre, ce bâtiment se dilapidèrent. Ils se détruisèrent tout seuls par les flammes qu'il y avait à l'intérieur, les flammes qui surgissaient de l'intérieur. De l'extérieur, on pouvait les apercevoir casser les vitres et brandir de longues flammes de plus ou moins 3 mètres à l'extérieur. Ces longues flammes de plus ou moins 3 mètres à l'extérieur, qui brandissaient de longues lumières oranges et jaunes vifs, cassèrent les vitres, cassèrent les fenêtres et détruisèrent les murs, qui se dilapidèrent, qui se détruisèrent devant elles et derrière elles. Tout autour d'elles, elles remarquèrent que le monde qu'elle avait détruit était pour la toute première fois ce sentiment de remise en arrière qu'elle avait ressenti. Elle s'était accaparée de ce qu'elle voulait, le monde réel. Elle s'était accaparée de ce qu'elle voulait, le monde réel, et pour la première fois, elles ressentèrent un vif sentiment de retour en arrière. L'impression que ce qu'elle avait détruit était une erreur. Elle disparut d'une manière improbable, méconnaissable, elle disparut. Tous les gens retrouvèrent la mémoire. Leurs souvenirs avaient été effacés. Ce qu'ils avaient vécu avait été effacé. L'horreur avait disparu. Cette femme avait disparu. Les gens, seuls, regardèrent tout autour d'eux leur monde, leur ville et les 50 États des États-Unis se dilapider et se détruire devant leurs yeux. Ils lâchèrent tous autour d'eux, regardant les flammes, surgissant des murs, regardant les flammes. Ils lâchèrent tous en même temps, tout autour de cette femme qui avait disparu. De manière improbable, ils lâchèrent les armes et laissèrent tomber les couteaux, les machettes, les haches, les armes blanches et les objets tranchants. Derrière elle, comme l'avait dit un grand écrivain, les sentiments ne sont pas un jeu, tout comme les mots ont un sens. Tout comme les Apaches, les Incas et les Amérindiens, l'humanité,
La civilisation humaine n'était plus qu'un lointain souvenir.